Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro consacré au débrief de l'Open d'Australie. Les premiers huitièmes de finale ont rendu leur verdict et on n'a pas spécialement eu les combats qu'on attendait. On va regarder tout ça de plus près en compagnie de Louis Barrigan, fidèle au poste depuis le début de la quinzaine. Salut Louis. Ça ne bouge pas, salut Christelle. Et une chemise différente comme chaque jour. J'aime ton élégance. Merci, j'essaie. Je pense toujours aux personnes qui nous regardent sur YouTube. Mais avant de se pencher sur le tableau masculin, cette regrettable nouvelle à vous annoncer, elle nous est parvenue ce matin. Jakub Mensik ne disputera pas son huitième de finale demain face à Novak Djokovic. Le Tchèque souffre d'une blessure aux abdos suite à son match face à Ethan Quinn. C'est bien regrettable et ça veut dire que le Serbe se qualifie pour les quarts de finale sans jouer. Il attendra tranquillement le vainqueur du match entre Taylor Fritz et Lorenzo Musetti. C'est pas mal pour lui de s'économiser comme ça Djokovic. Franchement, pour lui, c'est vraiment une aubaine. À chacun de ses matchs qu'il joue, il l'a dit même il y a quelques temps déjà, il essaie de s'économiser. Et je pense ne pas me tromper si je dis ce chiffre-là, mais c'est la 4e fois que Djokovic, de son histoire, profite d'un joueur qui se retire sur son passage en Grand Chelem. Après, il faudra qu'il joue un set quand même à l'entraînement ou deux, parce que c'est toujours bien d'avoir des matchs dans les jambes quand on arrive Bien sûr. sur un quart de finale. Et en ce qui concerne les huitièmes de finale du jour dans le tableau masculin, eh bien, je sais pas si tu le sais, Louis, mais il ne reste que des têtes de série. Dont 12 des 16 premières, c'est assez rare pour être souligné. Le moins bien classé, c'est Lerner Teen, on en parlera dans ce podcast, mais c'est dire aussi à quel point il reste vraiment du très lourd dans ce tableau masculin. Et c'est pas pour autant qu'on a eu droit à des matchs disputés. Cette nuit à Melbourne, 4 huitièmes se sont joués en 3-7 seulement. Pas de combat en 5 manches, de thriller comme on les aime. Alcaraz, Zverev, Teen et De Minaur ont dominé leur sujet de la tête et des épaules. On va commencer par évoquer le match de Carlos Alcaraz. Il était le premier à entrer dans l'arène face à Tommy Paul. Et pendant que son grand rival Yannick Sinner se remet physiquement de son épique 3e tour, eh bien l'Espagnol, lui, a montré qu'il était à 150% physiquement face à l'Américain Paul. Au vu de ses premiers tours, on peut dire que c'était le plus gros challenge qu'il ait à relever jusqu'ici. Et il s'est imposé en 3 petits sets, 7-6, 6-4, 7-5. Il porte son bilan à 12-0 en termes de sets joués jusqu'à présent. Le début de rencontre n'a pas été aussi fluide que le score n'y paraît. Tommy Paul, qui comptait quand même 2 victoires contre l'Espagnol, a rapidement montré de quoi il était capable en prenant le large 4-2 en début de premier set. L'Américain se montrait agressif, il bougeait très bien, il prenait la balle tôt, mais Alcaraz a réussi très intelligemment à trouver les solutions tactiques pour le contrer cette avance. Il a servi moins vite, il a mis plus de top spin, notamment dans ses coups droits. À un moment donné, il a été flashé à 177 km/h d'ailleurs sur un des coups droits qu'il a mis du fond du court. Hallucinant. Et sa deuxième balle après son service était elle aussi très maîtrisée. Bref, il a fait preuve d'une grande intelligence tactique, Carlos Alcaraz, pour résoudre les problèmes qu'il avait en face de lui. Les problèmes qui étaient minimes, j'ai envie de dire. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ce 3e set de la part de Carlos Alcaraz, où là, il commençait à taper, en fait, et il voyait qu'il avait complètement pris l'ascendant sur son adversaire. Donc, les premières réflexions tactiques que tu as évoquées n'existaient plus, parce qu'il voyait qu'il commençait à rouler sur Tommy Paul, qui était en feu en ce début de saison. Il a une facilité aussi dans ses coups. Il tape extrêmement fort, mais sans y mettre d'effort. Il y a un peu une inspiration d'un Roger Federer qui faisait ça. Et il commence à vraiment bien jouer dans ce 3e set, après 2 heures et demie de jeu. Et un petit indicateur aussi, que Alcaraz commence à faire des merveilles, c'est les ho-ho des commentateurs, que ce soit en anglais ou en français. Ils sont émerveillés devant la beauté de ce jeu. Le match se termine, l'arbitre annonce le score, Carlos Alcaraz va directement au filet, serrer la main, il n'y a pas d'emballement, c'est normal, ça paraît évident du côté de l'Espagnol. Oui, tu évoques les commentateurs, il me manque quand même un petit Jean-Paul Lotte qui dit « et vlan !» et paf s'il avait été là. Ça manque des commentateurs à l'ancienne. Et tout le monde s'interrogeait un peu sur les facultés de Carlos Alcaraz à être capable d'évoluer sans son coach de toujours, Juan Carlos Ferrero. Mais moi, j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, et si Carlos Alcaraz était un peu trop enfermé peut-être dans un système qu'il devait respecter à la lettre avant avec Juan Carlos Ferrero, aujourd'hui peut-être qu'il peut créer un peu plus tout seul, parce que finalement, si les conseils viennent tout le temps du box, tu
tu perds peut-être un peu en efficacité sur le terrain. Alors je ne sais pas du tout comment il fonctionnait avant, j'ai jamais été dans le box de Carlos Alcaraz, mais je me dis là, vraiment, il a fait preuve d'une telle intelligence tactique, on ne l'a pas vu comme ça depuis longtemps en fait. C'est exactement ça, et il l'explique, c'est un mélange en fait entre les conseils de son coach et ce que lui apprend sur le terrain. Son coach, qui est aussi un élément extérieur, qui lui permet aussi de juger, de se dire, ah mais moi j'ai pas analysé ton jeu comme ça, je ne l'ai pas vu comme ça. Donc c'est évidemment une analyse en tandem entre les deux, et il le dit, chaque année, il essaie de faire des petits ajustements pour se sentir mieux, se sentir plus confortable, plus naturel, que ce soit sur et en dehors des cours. Il a sûrement pris exemple, ben, je fais toujours le parallèle, mais c'est parce que ça crève l'écran, c'est évident. Un Novak Djokovic, par exemple, a toujours tout mis en place dans sa carrière, que ce soit sur le terrain ou en dehors, avec des camions dans lesquels il y avait des éléments de cryogénisation pour faire de la cryothérapie. Donc, tous ces éléments-là, Carlos y prête attention. Il est à la recherche constante de l'amélioration. Et ça, c'est le signe et le symbole des très, très grands. Et décidément, déjà qu'il copie sur son service, qui s'est nettement amélioré aussi. Non, il a été très consistant. Il a réalisé 35 coups gagnants sur ce match de moins de 3 heures et encore quelques amorties juste somptueuses. C'est beau à regarder. Oui, c'est un véritable régal et c'est vrai que tu parles de justement l'inspiration de Carlos Alcaraz, le fait de reprendre le service de Djokovic. Et Jim Courier, que je trouve toujours excellent d'ailleurs en interview d'après-match, très pertinent, les bonnes questions, le mélange du sérieux et un peu de l'amusement. Il lui dit, est-ce que tu te rends compte que tu as extrêmement bien servi? Et Carlos lui dit, je me surprends moi-même, je travaille mon service depuis très longtemps et ça fait plaisir que petit à petit, évidemment, ça prend du temps et on a appris qu'entre les sets, Carlos Alcaraz regarde toujours les écrans qu'il y a forcément sur les cours avec les statistiques de première balle, de deuxième balle. Et il fait toujours attention à ça et éventuellement s'ajuster pendant le match quand ça ne lui convient pas. Et Jim Courier lui a répondu donc, mais tu sais que ça va pas ravir tout le monde de voir que tu as un meilleur service, notamment Novak Djokovic, parce que tu reprends un peu sa technique. Et il lui dit, écoute, j'ai un contrat là avec moi parce qu'effectivement Novak Djokovic lui avait dit, mais si tu reprends mon service, tu vas devoir me donner de l'argent, c'est pas possible autrement. Donc Carlos Alcaraz reprend Jim Courier et lui dit, j'ai un contrat, j'ai pas encore vu Novak, mais quand il veut pour le signer, c'est le meilleur service que j'ai trouvé pour l'instant. Et il atteint, grâce à cette victoire, son troisième quart de finale consécutif à l'Open d'Australie, mais il n'est jamais allé plus loin. Il est jamais allé plus loin et Carlos Alcaraz aussi a atteint son 14e quart de finale en simple messieurs dans un tournoi du Grand Chelem. Avant d'avoir 19 ans, il dépasse comme ça Björn Borg et Boris Becker, deux légendes emblématiques de ce sport. Et grâce à cette victoire, Alcaraz reste évidemment en lice pour devenir le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière. Le détenteur actuel de ce record est évidemment son compatriote Rafael Nadal. Et moi, en tant que femme, ce dont je me réjouis, c'est de revoir Carlos Alcaraz se dévêtir à la fin de son match. Jim Courier lui a aussi fait la remarque d'ailleurs, parce que c'est toujours sous de nombreux sifflets qu'il se prépare pour aller se faire interviewer. C'est vrai que il est pas mal bâti, le Carlitos là, au fil des années. Ça commence à devenir du sérieux et il affrontera au prochain tour le chouchou australien Alex de Minaur. De Minaur qui sera assez frais pour aborder ce quart de finale. Il a livré une prestation somptueuse, 5 étoiles, face à Alexander Bublik, qu'il a sèchement battu 6-4, 6-1, 6-1. On s'attendait quand même à un gros combat pour cette rencontre programmée en night session, mais ça n'a pas du tout été le cas. Bublik est passé à côté de son sujet. Il s'est plaint à son clan que le cours était trop lent pour lui, terriblement lent, aussi lent qu'à Indian Wells, il a dit, avec un fucking avant, évidemment, hein, c'est biblique. Mais en fait, ce sont les températures nocturnes qui font que les balles ne volent pas aussi vite que d'habitude. En journée, c'est vrai que sous le soleil, ça fuse un peu plus rapidement. Et ici, ça a dérangé Bublik. Ça lui a pas convenu. Il n'a pris que 6 jeux sur la Rod Laver Arena. Et il a assez vite abdiqué après la perte du premier set. On n'a pas l'impression qu'il essayait de chercher des solutions, même si les points les plus spectaculaires en mode exhibition, c'est lui qui les a sortis. Mais j'ai senti qu'il avait lâché un peu mentalement. Après, en face, c'est vrai que De Minaur a été super solide et il a mis la pression comme il le fallait sur le Kazakhstanais qui n'a rien su faire en fait. Ça a duré un set, ce match, jusqu'à Ouais. 4-4, avant que, en fait, De Minaur s'engouffre directement dès qu'il a une première possibilité. Et durant le deuxième et troisième set, il a fait face à un punching ball. Il avait beau taper toutes ses forces. De Minaur l'a renvoyé au moins aussi fort parce que c'est un excellent contreur. Tu l'as dit, les conditions forcément sont moins chaudes. La balle décolle moins sur le court. Les balles sont plus à plat. C'est parfait pour De Minaur qui peut relancer parfaitement.
36 fautes directes quand même à 10 dans ce match pour Alexander Bublik, donc plus du triple, ce qui est quand même vraiment énorme. Il finit après plusieurs points sur les joues à se dire mais c'est pas possible. J'ai beau tout essayer, tout revient. Et voilà une petite réflexion que je me faisais. Bublik, il ne doit pas non plus forcément être étonné de perdre contre un demi-nord. Il revient, il se met au sérieux depuis pas très longtemps. Ce serait quand même trop facile, même s'il a un talent énorme, de revenir et de se dire, hop, je finis et je finis en demi-finale de Grand Chelem. C'est un apprentissage et petit à petit, il progressera et des matchs comme ça va évidemment lui servir. Oui, et Dominor, il a expliqué après le match qu'il avait perdu les deux dernières fois contre Bublik et donc il était prêt. Il fallait qu'il soit vigilant. J'ai repensé à ces deux dernières rencontres où il m'a battu et c'est vrai qu'il sait tout faire. Il a des coups improbables. Il peut sortir l'adversaire du rythme du match et Ouais. j'ai su faire le boulot ce soir. Je me sens vraiment très très bien sur le court depuis le début de la semaine. Je frappe très bien la balle. En pleine confiance, Alex Dominor qui n'a Ouais. perdu qu'un set pour rallier ses quarts de finale et jamais un Australien depuis Pat Cash en 87-88 n'avait enchaîné deux quarts de finale d'affilée à Melbourne. Celui-ci l'opposera, on l'a dit, à Carlos Alcaraz, qu'il n'a jamais battu en 5 confrontations. Après, voilà, peut-être qu'il peut espérer faire mentir cette statistique, mais le combat s'annonce quand même rude pour De Minaur, qui va sans doute être programmé en night session. Hein. Oui, je pense. Un match comme ça, chez lui à domicile contre Alcaraz. Alcaraz, c'est quand même le phénomène, c'est le joueur que Ouais. tout le monde veut voir. Ça promet, c'est un match popcorn, hein, comme on dit, à voir, évidemment. Oui, alors maîtrise, contrôle, qualité de jeu, c'était aussi la formule magique appliquée par Lerner Tien ce dimanche. L'Américain récent vainqueur des Masters de la Next Gen a livré une performance XXL face à Danil Medvedev, outrageusement dominé. Un an après avoir battu le Russe au deuxième tour de l'Australian Open l'an dernier, je ne sais pas si tu te souviens de ce match incroyable, mais le Bien jeune sûr. homme de 20 ans a mis 3 heures de moins pour balayer Danil Medvedev en 3 petits sets et se qualifier pour ses premiers quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Lernertin, il est coaché par Michael Chang et il devient le plus jeune américain depuis Andy Roddick à atteindre les quarts de finale d'un tournoi majeur. Il a breaké 3 fois le Russe dans le premier jeu des 3 sets. Donc Medvedev courait systématiquement derrière le score et même en étant 1 mètre plus proche de sa ligne, comme on l'avait évoqué vendredi, il était constamment malmené. Et dans le deuxième set, eh bien, il prend 6-0, Medvedev. Ça fait 6 ans qu'il n'avait pas subi une telle dégelée, mais l'Américain était dans un état de grâce. D'ailleurs, dans le deuxième set, il a commis une seule faute directe. Ouais, c'est complètement incroyable. Il va finir par prendre 6-0 et qui lui avait infligé le dernier 6-0 de sa carrière? C'est Gilles Simon. Et on peut voir d'ailleurs, c'est vraiment intéressant, un parallèle entre Gilles Simon et Lerner Teen. Tous deux extrêmement réfléchis sur le court, une intelligence tactique assez rare. Ils savent parfaitement analyser leur adversaire, savoir comment le contrer, comment le faire déjouer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Lerner Teen. Il s'est dit, je connais évidemment le jeu de Dani, j'ai passé 5 heures avec lui sur les cours l'an passé et je l'ai déjà joué plusieurs fois. Il l'a encore une fois de plus fait déjouer. Donc j'ai trouvé ça drôle un peu ce parallèle de voir que c'était Gilles Simon qui en fait, même s'il n'est pas gaucher comme Teen, a cette intelligence et cette forme de jeu sur le court. Et bon, après avoir pris 6-4, 6-0, eh bien, le Russe a sombré. Hein. Il a commis beaucoup trop d'erreurs. Mm. 14 fautes directes dans le troisième set, 30 sur l'entièreté du match. Et tu avais trouvé Medvedev plus calme, plus posé, plus discipliné en début de tournoi. Je t'avais dit, attends qu'il soit malmené. Eh bien là, on Ouais. a vu ressurgir son caractère des grands jours, hein, pour le coup. Oui, c'est clair. On en avait parlé et on s'était dit, tu m'avais dit jusqu'au moment où ça se passera mal, ça s'est mal passé dans ce premier set et on l'a directement vu s'en prendre à l'arbitre, regarder ses entraîneurs et une forme d'impuissance et aussi forcément il était agacé. Donc c'est une leçon de Lerner Teen et on le disait, il l'a complètement fait déjouer. Daniel avait dit avant ce match, j'ai déjà joué Lerner, je sais comment le jouer, je suis préparé à ça, mais visiblement pas assez. Il a même évoqué après la rencontre, je ne me suis presque jamais senti comme ça. Il était incroyable. Ça m'est arrivé dans ma vie d'être comme ça aussi en état de grâce et on se sent éventuellement, évidemment, désolé pour son adversaire.
peut-être que j'aurais dû faire plus, mais je me sentais vraiment impuissant. Donc il y a quand même une forme aussi de lucidité en Ouais. conférence de presse. Et au prochain tour, Lernertin affrontera Alexander Zverev, numéro 3 mondial, le jeune américain qui occupe depuis 3 semaines le 26e rang mondial, soit le meilleur classement de sa carrière, affiche un bilan de 5 victoires pour 4 défaites contre les joueurs du top 10. Il Mhm. a déjà battu Zverev en plus sur dur extérieur. C'était à Acapulco l'année passée. Donc le numéro 3 mondial là devra se méfier. Zverev qui a battu plutôt confortablement Cerundolo 6-2, 6-4, 6-2. Il n'a pas dû forcer son talent, l'Allemand, face à Cerundolo. Victoire en 3 petits sets. L'Argentin n'était pas dans un bon jour et n'a pas du tout pris sa chance comme il aurait pu. Lui qui avait déjà battu Zverev 3 fois récemment. Il a été assez décevant. Dès la première manche, il a fait d'énormes cadeaux à son adversaire, dont ce break à 2-2 qui a permis à Zverev de s'envoler. Dans le deuxième set, l'Argentin a un peu plus serré le jeu, mais sans jamais inquiéter l'Allemand, très solide hein, du fond du court. On a cru à un semblant de réaction en début de troisième set de Cerundolo, mais c'était un feu de paille. Il a pourtant les armes, hein, cet Argentin, mais il n'a pas réussi à se défaire des griffes de Zverev qui, au contraire, lui a fait un match parfait, très bien servi. Il a une moyenne au service de plus de 210 km/h, donc il était très solide dans ce compartiment-là du jeu. Par contre, je ne sais pas si tu as compris quelque chose à son interview d'après-match, mais c'était un peu confus. Il a déclaré qu'il avait tenté des amortis dans cette rencontre, mais qu'au vu de ce que ça donnait, Mhm. bon, il avait préféré se dire « Ok, j'abandonne, je reviendrai l'année prochaine ». Et pourtant, après, quand Petkovic lui demande c'est quoi que tu as travaillé pendant l'intersaison, il lui répond à faire progresser mon jeu vers l'avant, à faire davantage d'amortis et plus de services volés. Alors là, visiblement, il y a un truc qui n'est pas tout à fait cohérent dans ce qu'il avance. Non, c'était pas extrêmement cohérent. Alors j'ai essayé de déchiffrer ça et en effet, il l'évoque, il dit sur les premiers tours, j'ai joué que des mecs qui servent à 230 Oui, km/h, ça qui oui. font 25 aces par match. C'est compliqué éventuellement et évidemment, pardon, de faire des amortis et de Ah changer oui. un peu son jeu. Est-ce qu'il a pas su s'entraîner sur ces trois premiers matchs et donc n'a pas osé le faire sur ce match-ci, se disant est-ce que je suis vraiment réglé à ce niveau-là? Je sais pas. Ce qu'on sait, il l'a dit, j'ai essayé d'ajouter à mon jeu ce que les deux autres meilleurs joueurs du monde font monter au filet, faire des amortis, frapper fort en coup droit. Et il a évoqué d'ailleurs le fait qu'il aurait aimé l'an dernier rester pendant 12 mois à l'Australie. Pour rappel, il avait fait un excellent tournoi et il a jugé sa saison 2025 de catastrophique. Et Zverev qui m'a quand même, moi, impressionné parce que je m'attendais absolument pas à voir 3-7-0. Cerundolo Ouais. est un joueur vraiment compliqué à manœuvrer. Ses 4 premiers matchs sont pas simples. Il n'a pas des adversaires qui sont faciles à jouer. Il s'en sort quand même bien. Son prochain tour, c'est vrai que ça s'annonce être le feu face à un joueur qui peut aussi le faire déjouer et dégoupiller. Mais en tout cas, c'est une bonne satisfaction sur ce tournoi, parce que pour rappel, Zverev, son début de saison était loin d'être glorieux. Et ces deux derniers grands chelems n'ont pas été brillants non plus du tout. Donc Wimbledon et l'US Open, il a envie de se refaire. Il est quand même numéro 3 mondial. Il a eu beaucoup de soucis physiques. Ils ont l'air d'être derrière lui. Donc, on le verra au match prochain. Ce sera un vrai test contre Lerner Tin. Alors, on va passer maintenant au tableau féminin, si tu veux bien, Louis, parce que on avait 3 ados sur les cours ce dimanche. Mira Andreeva, Victoria Mboko et Iva Jovic. Un élan de fraîcheur sur le circuit. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et il faut dire qu'avec Teresa Valentova et Nicola Bartunkova, les deux joueuses issues des qualifications dans l'autre Mhm. moitié du tableau, eh bien, c'était 5 adolescentes que nous avions au stade du troisième tour. Donc, c'est un Ouais. record dans un tournoi majeur depuis 17 ans. Et pour celles qui ont joué ce dimanche, eh bien, celle qui m'a le plus impressionnée, c'est Iva Jovic. Elle était la première à fouler la John Cain Arena et elle a tout balayé sur son passage. 6-0, 6-1. Elle a été dominatrice dans tous les secteurs du jeu. 53 minutes. Putintseva avait l'air complètement perdue sur ce cours. Iva Jovic, sa capacité à trouver des coups gagnants, en particulier sur les retours de service. Et il faut savoir que ce n'est que sa 6e participation à un tournoi du Grand Chelem, sa première en étant tête de série. Elle a 18 ans et elle file en quart de finale. Je regarde tous ces matchs parce que je trouve ça épatant. Faut aussi mettre un peu une balance de l'autre côté. Putintseva qui est pas montée du bon Non. pied sur le court. Elle n'a que 27% de points derrière sa première, mais elle ne sert pas si mal que ça néanmoins. Elle a 61% de services qui passent, donc c'est pas si mal. Donc quels sont les enjeux de ce match? Ben, c'est simplement la qualité de retour de Jovic. Elle gagne 16 points sur 22 sur le service de Putintseva, soit 73% de points gagnants sur le service de Putintseva. C'est vraiment immense et ça facilite évidemment le match quand on a une telle qualité de retour.
Et elle est toujours souriante, Ivajovic, c'est vraiment agréable de la regarder. Cette victoire la place dans un club très fermé. Elle est désormais la plus jeune américaine à atteindre les quarts de finale de l'Open d'Australie depuis Venus Williams en 1998. C'est elle qui a gagné d'ailleurs depuis le début de la saison le plus de matchs en 2026. Ivajovic, et en quart de finale, elle affrontera à son plus grand bonheur Aryna Sabalenka. Elle l'a déclaré en conférence de presse. Elle a dit j'espère vraiment pouvoir un jour jouer contre Sabalenka cette année parce qu'on veut toujours affronter les meilleures joueuses et voir un petit peu comment ça se passe. Je suis donc très enthousiaste. Je vais simplement essayer de continuer à m'occuper de mon côté du filet et elle est évidemment numéro 1 mondial pour une raison. Elle a connu beaucoup de succès dans ce tournoi à Melbourne, mais c'est ce que je veux tester. Je veux pouvoir voir ce que je vaux. Et c'est vrai qu'elle semble comme ça sereine. Quand elle a gagné, elle a affiché vraiment un étonnement vers son box en se disant mais qu'est-ce que ça y est, je gagne encore une fois, je suis en quart de finale. Donc elle est très humble aussi et puis en plus de ça, elle a le soutien de Novak Djokovic qui a expliqué sur le court hier qu'il avait rencontré Ivajovic il y a pas longtemps, qu'il l'a connue quand elle avait 17 ans. J'ai fait quelques observations sur son jeu. C'est ce que je lui ai donné comme conseil reste évidemment entre nous, mais émotionnellement, je me sens très connectée à elle parce qu'elle a des racines serbes. Elle va être une immense championne, si pas numéro 1 mondial. C'est ce que je lui souhaite. Donc, si Novak le dit. Le papa de Jovic est serbe et on sait pas exactement ce qu'il lui a donné comme conseil dans son entièreté, mais on sait les conseils qu'il a pu lui donner avant le match de Jovic contre Yasmine Paolini et il lui a dit d'ouvrir plus le court en fait, de ne pas se précipiter sur ses coups et de d'offrir plus de largeur au moment de sa frappe pour déporter son adversaire et s'ouvrir forcément des espaces sur le court. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir parlé tactique avec Novak Djokovic qui la rend aussi incroyable? Je ne sais pas, mais en tout cas avec elle l'expérience n'a pas d'âge. Voilà, Ivajovic est la plus jeune joueuse à remporter le premier set 6-0 en huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem en simple depuis Martina Hingis en 1998. C'est dire quand même la taille de l'exploit. Et autre stat pour montrer son évolution lors de la dernière année, la jeune américaine, elle fait un bond de 171 places au classement. En un an, elle était 191e, elle va passer 20e et elle n'a pas encore joué son quart, donc elle pourra encore monter au classement. Et cette victoire la place dans un autre club très fermé. Elle est désormais la plus jeune américaine à atteindre les quarts de finale du simple dame de l'Open d'Australie depuis Venus Williams en 1998. Comme Venus Williams, elle a atteint ce stade sans perdre un seul set. Vraiment à surveiller et à surveiller tout au long de l'année, cette Ivajovic. Alors, on le disait, Sabalenka a gagné son huitième de finale contre Victoria Mboko, l'autre teenager du tableau. Victoire 6-1, 7-6. La numéro 1 mondiale a livré un récital pour éliminer la Canadienne. Elle a très très bien joué puisqu'elle a mené 6-1, 4-1. Mais chapeau à cette Victoria Mboko qui affrontait Sabalenka pour la première fois, mais qui est restée très courageuse pour revenir peu à peu dans la seconde manche et finalement pousser Sabalenka à disputer un tie-break qui a été à sens unique, 7-1. On évoquait hier le record en cours de Sabalenka avec le nombre de tie-breaks consécutifs remportés. Là, ça y est, elle est à égalité avec Novak Djokovic. Elle est à égalité, elle réagit justement à ce record parce que tout le monde lui en parle. C'est quand même le record de l'histoire du tennis au niveau des tie-breaks. C'est pas rien quand même. Ça veut dire quelque chose et ça veut simplement dire qu'au moment où il faut être sérieux, au moment où ça devient important, eh ben, Aryna Sabalenka sait fermer le jeu. Elle sait dire moi je ne donne plus de points. On arrive dans une phase où c'est le premier qui met 7 points qui gagne. Eh ben moi je vais mettre 7 points avant toi. Moi je manque de qualificatifs même si j'en donne déjà beaucoup, parfois trop pour Aryna Sabalenka. C'est son quatrième match ici à l'Open d'Australie. Elle n'a perdu aucun set. Et je vais même aller plus loin. Cette année, elle a 9 matchs. Elle n'a perdu aucun set sur ses 9 matchs. Donc, complètement fou. Ouais, et Victoria Mboko n'a pas grand-chose à se reprocher. Je le disais tout à l'heure. Elle a un revers quand même incroyable. Un bon service, un gros coup droit. Elle disait juste qu'elle jouait peut-être un peu trop court et qu'elle était punie directement derrière. Et c'est vrai que Sabalenka, elle est sur une autre planète parce que non seulement elle frappait déjà bien la balle, on a eu l'occasion de le voir depuis toutes ces années où elle évolue sur le circuit, mais maintenant, elle a vraiment rajouté toute cette palette de variétés sur laquelle elle a travaillé dans l'intersaison. Et donc, pour la première fois, moi, je l'ai vue faire ses amortis, un petit slice, monter. Elle y a été, quoi. Et ça, c'est peut-être encore, elle va encore peut-être monter et s'isoler en tête du classement grâce à ces armes-là vraiment impressionnantes.
Et donc, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que Mboko a joué peut-être contre la version la plus finale jusqu'à maintenant d'une Aryna Sabalenka. Donc, c'est dire aussi la tâche qu'elle avait forcément à réaliser pour pouvoir la battre. Elle Ouais. l'a bien embêtée dans le deuxième set, comme tu dis. Elle fait aussi preuve d'un mental exceptionnel, cette Mboko, parce qu'elle est malmenée. Elle perd 4-1 dans le deuxième. On le sait, à cet âge-là, on peut extrêmement vite lâcher. Et non, elle se raccroche, elle s'encourage, elle regarde son clan. Ça continue. Donc, elle a vraiment aussi une graine de championne. On l'a vu avec une Mira, on en parlera peut-être encore après, une Mira Andreeva qui a du mal sur ces aspects-là, qui plus jeune craquait. En tout cas, cette Victoria Mboko ne craque pas mentalement, elle est solide. Donc, on a hâte de de la voir sur le reste de la saison. Et en interview sur le court après son match, Aryna Sabalenka a eu des mots très gentils, hein, d'ailleurs avec sa jeune adversaire. Hmm. Quelle joueuse incroyable pour un si jeune âge. C'est incroyable de voir ces jeunes percer sur le circuit. Elle m'a donné du fil à retordre aujourd'hui. Je suis super contente de la victoire. Elle a joué un tennis incroyable. Elle m'a poussée dans mes retranchements. Mboko, vraiment un très beau tournoi. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et en termes de précocité, Coco Gauff l'a évoqué, hein, elle compte déjà 100 matchs en Grand Chelem à son actif. Coco Gauff, à l'âge de 21 ans, elle est passée par cette précocité, par ces matchs sur le circuit quand on a à peine âgé de 17-18 ans. Et elle disait que ses premières années en tournoi étaient les plus faciles parce qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de points à défendre, il n'y avait pas d'attente. Et donc, on pouvait y aller, on pouvait se lâcher. Et oui, et on se retrouve aussi face, j'évoquais l'évolution de d'Ivajovic, mais Mboko, c'est la même chose, hein. L'an dernier, il y a un an tout pile, elle était 333e mondiale. C'est complètement fou parce qu'elle fera, c'est presque sûr, partie des 15 meilleures joueuses mondiales à la fin de cet Open d'Australie. Elle a 19 ans, donc en un an, passer de la 333e place mondiale, j'y arriverai, à la 15e, c'est irréel. Et de l'autre côté, on avait aussi un combat entre Coco Gauff et Karolina Muchova. Eh bien, c'est Coco Gauff qui est sortie victorieuse en 3-7, 6-1, 3-6, 6-1 pour se qualifier pour les quarts de finale. C'était sans doute le match le plus disputé de ces huitièmes de finale de dimanche. Gauff, double vainqueur en Grand Chelem, elle a rapidement pris une avance de 5-0 dans le premier set avant de l'emporter 6-1. Dans le deuxième set, il y a eu pas mal de breaks. Muchova a de nouveau pris l'avantage dans le quatrième jeu et s'est accrochée pour remporter la manche 6-3. C'était d'ailleurs la première fois dans la carrière de la Tchèque qu'elle remportait un set contre Coco Gauff, mais voilà, elle n'a pas réussi à tenir la cadence. À un partout dans le dernier set, Gauff a remporté 12 des 13 points suivants pour mener 4-1, et malgré la belle résistance de Muchova, l'américaine a tenu bon pour s'imposer 6-1, 3-6, 6-3 en un peu moins de 2 heures. C'est vrai que c'est compliqué pour ces joueuses qui ont tout un panel de variétés dans leur jeu de pouvoir s'exprimer face à des cogneuses comme Coco Gauff. Oui, c'est clair, mais je vais prendre l'exemple d'Elise Mertens qui le dit. C'est peut-être la meilleure dans ce jeu de variété, mais je dois commencer à taper, on l'a dit dans le dernier podcast, Ouais. je dois commencer à mettre de la puissance, ce que ne fait pas Muchova. C'est dommage. Je pensais que aussi sa variété, elle est un peu plus embêtée quand même qu'au Kogo que ça. Elle l'a fait pendant un set, mais c'est surtout ce deuxième set qui m'inquiète pour Kogo parce qu'on voit qu'elle est très très bien dans le match et elle finit toujours à un moment par un peu dégoupiller. Et qu'est-ce que ça donnera quand elle jouera les toutes meilleures au monde? Je me le demande. Et Coco Gauff disputera son 3e quart de finale consécutif à l'Open d'Australie. Elle a Ouais. atteint les demi-finales à Melbourne en 2024 où elle s'était inclinée face à Sabalenka. Elle a atteint les quarts de finale en 2025, battue par Paola Badoza. Et elle est également la plus jeune américaine à avoir atteint 3 quarts de finale consécutifs ou plus en simple à l'Open d'Australie depuis Marie-Jo Fernandez entre 1990 et 1993. Et il y a une petite stat amusante que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux, c'est que chaque fois que Coco Gauff a battu Muchova, eh bien, elle a gagné le tournoi derrière. C'était le cas à Cincinnati en 2023, à l'US Open en 2023, à Pékin 2024 et à la United Cup. Est-ce que c'est un signe? Et puis le dernier match de la journée, eh bien, il opposait Svitolina à Andreeva, toutes les deux en grande confiance pour rentrer sur le court, avec chacune un titre empoché pendant les tournois précédents l'Open d'Australie. Svitolina avait aussi une revanche à prendre parce qu'elle avait perdu à Indian Wells l'an dernier lors de leur dernière confrontation contre Mira Andreeva. Et elle était en mission, hein, Svitolina, comme toujours quand elle affronte une joueuse russe. Avec son jeu agressif, elle a largement dominé la rencontre, notamment dans le premier set où elle a joué très vite, même si la balle n'avançait pas aussi vite, on l'a dit tout à l'heure, que lors
lors de ses précédents matchs à cause des températures, mais elle a réussi à déborder Andreeva, qui n'était pas assez rapide pour contrer ces attaques-là. Elle s'est laissée déborder la Russe, elle a été trop attentiste, a commis beaucoup trop d'erreurs, 18 fautes directes dans le premier set, 33 au total sur le match. Et puis niveau attitude, la Russe a encore montré quelques signes de fébrilité, notamment en fin de match où elle était au bord des larmes à 5-4 quand elle sentait que le match lui échappait définitivement. C'est aussi un des problèmes de Mira Andreeva, c'est de montrer trop facilement ses faiblesses à son adversaire, qui lui, en même temps, reprend de la force. Et à la fin du premier set, Elina Svitolina, après l'avoir remporté, elle fait ses lacets intelligemment, je pense, près de sa boxe. Évidemment, qui est présent, Gaël Monfils, accompagné de l'entraîneur d'Elina Svitolina. Et j'ai tendu l'oreille pour écouter ces petites indiscrétions. Tu dois slice plutôt du côté de son coup droit, du fond du court, c'est parfait. Ton jeu de jambes, pour l'instant, est parfait. Ton service également, tu ne prends pas de risque. Tu joues bien sur son coup droit. N'hésite pas à rentrer dans le court sur sa deuxième balle de son service. Ta mentalité est top, continue à travailler. Et j'ai regardé du coup après, évidemment, ce deuxième set, elle a exécuté parfaitement ce que son coach lui a dit de faire, sous l'approbation évidemment d'un Gaël Monfils. Et de l'autre côté, c'est dommage, on n'a pas eu et forcément les deux sons de cloche parce que la caméra était fixée sur Svitolina, mais j'aurais bien aimé voir l'échange aussi entre Mira et Conchita Martinez, parce qu'on le sait, Conchita Martinez l'a déjà dit, Mira Andreeva a pour habitude de vraiment absorber toutes les informations qu'on lui donne, telle une éponge. Donc ça aurait été aussi intéressant de voir les deux sons de cloche des différents entraîneurs. Oui, Svitolina qui avait expliqué que son mari lui avait dit aussi d'être plus chill sur le terrain, mais elle a dit qu'aujourd'hui elle n'avait pas spécialement été plus chill. Non, elle a pas été plus chill du tout. Et Gaël, qu'on connaît, on le sait, showman, complètement détendu sur le court, il faisait pas le fier quand même quand il voyait Non, lui. évidemment sa femme en difficulté. Il était extrêmement stressé. Il tenait ses deux mains sur son visage. On peut le comprendre parce que le deuxième set était vraiment vraiment tendu. Et Svitolina, elle n'a pas encore perdu un set durant ce tournoi. Elle n'est jamais allée plus loin qu'un quart de finale à Melbourne. C'est son 4e quart de finale, le 14e dans un grand chelem. Et ce sera donc contre Coco Gauff. Et pour terminer, eh bien, on vous parlait tout à l'heure de ces ados, Victoria Mboko et Ivajovic. Eh bien, elles étaient associées en double pour affronter au deuxième tour dans le tableau du double dame, eh bien, les vétérantes, Elise Mertens et Zhang Shuai, sa nouvelle partenaire. Ça a donné lieu à un match épique de plus de 2h30, c'est quand même assez rare en double. Et finalement, eh bien, ce sont les plus expérimentés, Mertens et Zhang Shuai, qui ont gagné cette rencontre alors qu'elles ont sauvé 3 balles de match. J'ai vraiment pas compris comment elles s'étaient sorties de ce match-là. En plus, le public était derrière les ados, mais elles se sont super bien gérées tout ça. Et bon, c'est vrai que ensemble, elles comptabilisent 7 tournois du Grand Chelem gagnés en double. Ça a fait la différence aujourd'hui. C'était vraiment un match agréable à regarder. Voilà, Elise Mertens, encore une fois, au 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem en double. Puis elle est toujours en simple, on va quand même le rappeler. Au prochain tour, Mertens et Zhang affronteront Pete Stearns et Hailey Baptiste, 2 Américaines. Ce sera programmé mardi. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, dans l'immédiat, c'est que demain, elle montera sur le court pour rencontrer Elena Rybakina, la Kazakh en forme du moment. Je ne sais pas encore quels seront les horaires, si la programmation est déjà sortie, mais il va sans doute falloir mettre son réveil pour suivre Elise Mertens, ce qu'on fera avec grand plaisir. Et puis demain, on suivra aussi les autres 8e de finale du bas de tableau, Musetti Fritz, Darderi Sinner et Ben Shelton, Casper Ruud. Il y en aura 3 puisque Djokovic et Mensik ne joueront pas, Mensik ayant déclaré forfait. C'est ici que se termine ce petit podcast Roundup du jour. Merci beaucoup Louis d'avoir été au rendez-vous. Merci Christelle, merci à toi. Merci à tous de votre présence, de vos petits encouragements et de vos mots divers, questions, etc. sur les réseaux sociaux. Je profite de cette fin d'émission pour vous glisser que j'aurai le plaisir de retrouver Philippe Dehaze en fin de tournoi le lundi 2 février. Il répondra à toutes les questions que les auditeurs se posent sur cet Open d'Australie. Donc si vous en avez, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux ou via cette adresse je7podcast@gmail.com. Il se fera un plaisir d'y répondre à l'issue de cet Open d'Australie. C'est normalement un podcast qui est destiné aux Je C'était Podcasters, donc aux abonnés premium de Je C'était Podcast, mais j'avais envie de vous le partager
partager pour vous donner un petit avant-goût et vous montrer à quel point c'est chouette de s'abonner et de soutenir surtout le projet pour qu'il puisse se maintenir en 2026 et qu'on puisse continuer à faire du bon boulot. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup à tous d'avoir été au rendez-vous. Louis, on se revoit demain, même heure. Oui, hein, même jour, même heure, comme le dit la chanson. À demain, Christelle. Voilà. Merci beaucoup. À demain tout le monde. Bonne journée. Ciao.